Alors, bonjour Olivier. Merci de nous rejoindre et de rejoindre le séminaire de rentrée. Je précise que tu as des opérations qui sont du côté des Alpes et donc c'est toujours un peu compliqué de faire un aller-retour sur Paris, même pour venir voir une foule aussi sympathique que la nôtre. Et donc, on a décidé que c'était beaucoup plus simple pour toi et tout aussi intéressant pour nous de faire ça en vidéo. Alors, pour te présenter, tu es un entrepreneur, mais tu as commencé par être un industriel puisque tu as fait une longue carrière chez Péchinet qui t'a mené à la direction de l'aluminium Péchinet. Et là, tu as décidé de partir. Et tu es parti pour fonder une entreprise qui s'appelle Energy Pool. Donc, c'était il y a 10 ans, c'est ça? C'était bien il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Et donc, chez Energy Pool, donc c'est une centaine de personnes presque. Et c'est le spécialiste de la distribution de l'énergie, sa répartition et comment on peut faire du service pour aider les gros producteurs et les gros consommateurs à équilibrer tout ça. Absolument. Équilibré techniquement et économiquement. C'est les gros enjeux économiques. Évidemment. Et donc, dans ce contexte, donc tu es présent sur bientôt une dizaine de pays. C'est des pays aussi divers que la France, le Japon, la Turquie, la Thaïlande. Et ils ont besoin de toi et tes équipes pour à la fois faire face à des déséquilibres production-consommation, à la fois faire face à des incidents de production ou de distribution et de plus en plus maintenant pour optimiser, pour arriver à faire une gestion de la complexité que représentent tous ces systèmes. On est Je bien résume d'accord. bien? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ah, ok, super. Et donc, je t'ai proposé de faire une présentation vue de ton côté, qui est donc le doigt sur le pouls, puisque c'est sous ton monitoring que passe beaucoup de production, beaucoup de consommation, de nous parler un peu de de comment tu voyais le futur principalement, on va parler principalement des pays développés et de l'impact en fait des volontés de réduction de carbone qu'on a comme politique générale dans beaucoup de ces pays. Très bien. Merci Jean-Christophe. Et bonjour à tout le monde. Et désolé de ne pas être avec vous. Et je vais essayer d'illustrer mon propos sur la base de quelques documents que je vais vous commenter. Euh, on va faire un zoom tout à l'heure sur l'aspect baisse du CO2 dans l'électricité ou, à l'inverse, comment gérer correctement l'arrivée du renouvelable dans les réseaux électriques. J'ai quelques pages d'introduction sur la problématique générale énergie et CO2 qui cadrent un peu notre propos, qui sont intéressantes. Et tout au long de mon exposé, je vais plutôt parler de sujets en dimension stratégique, c'est-à-dire en mégawatts ou en gigawatts. Donc, vous me pardonnerez d'évoquer ces unités de compte. Mais notre entreprise traite de grosses consommations, on traite ça au niveau des États. Donc, Energy Pool, on pilote aujourd'hui 6 gigawatts. Une tranche de centrale nucléaire, c'est 1 gigawatt. 1 mégawatt, c'est déjà une grosse unité. 1 mégawatt, c'est une ville comme Chambéry qui consomme 25 mégawatts. Une énorme batterie qui est grosse comme un semi-remorque, ça fait 1 mégawatt. Et nos unités de compte, quand on est au niveau des individus, on parle en kilowatts. Une maison, c'est 10 kilowatts. Voilà les ordres de grandeur. Donc, nous, on va plutôt parler mégawatts ou gigawatts parce que c'est les unités de compte de mon entreprise et des entités sur lesquelles on intervient. Quelques images intéressantes sur l'énergie et CO2.
Donc là, je pars d'une page qui est probablement bien connue par vous tous, dans laquelle on voit le classement des émissions de CO2 par personne au niveau de la planète, avec à gauche des pays qui font moins de 1 tonne par personne et par an, et puis à droite, les recordman du monde qui montent jusqu'à 40 ou 50 tonnes, qui sont essentiellement les pays du Golfe. Et puis on a la France, qui est aux environs de 5 tonnes, et puis Japon, Allemagne, qui sont aux environs de 10 tonnes. La Chine qui est à 5. Alors, il y a une pondération intéressante, plusieurs éléments intéressants pour comprendre ce graphique, ou pour le relativiser en disant finalement ça veut dire quoi 5 tonnes ou 10 tonnes. Alors, le premier point, c'est le trait rouge. C'est en gros ce que peut digérer la planète. C'est à peu près 1 tonne par personne et par an, supposons qu'on reste à 6 milliards d'habitants. La planète peut supporter 1, et c'est pour ça que tous les plans qui disent qu'il faut aller vers un carbone free visent ce 1 tonne par personne et par an. Alors, un premier recalage intéressant, c'est que si on met les productions là où elles sont consommées, alors la Chine baisse de 44% et la France monte de 33%. C'est qu'on inverse la position dans la monotone. La France prend la place de la Chine et la Chine prend la place de la France. Remettons quand même les choses à leur place. Le deuxième élément, qui est un peu caché derrière nos visages, là, je ne sais pas si on sait déplacer le petit machin, là, mais tac, là, pour 6 milliards d'habitants, ça veut dire que si la planète peut digérer 1 milliard de tonnes, il faut que la France divise par 6, que l'Allemagne divise par 10 et que les États-Unis divisent par 20. C'est ça le challenge. Cette équation est intéressante, vous la connaissez certainement, d'ailleurs j'ai oublié le nom de son auteur. C'est finalement le CO2, il a quatre leviers principaux. À droite, il a la taille de la population. Il a ensuite, si je pars de la droite vers la gauche, il a le PIB par personne, puis l'énergie par personne. Si les TEP, c'est une unité d'énergie, c'est les tonnes équivalent pétrole par unité de PIB, et puis enfin, le CO2 par unité d'énergie. Ça permet de bien segmenter les 4 problématiques assez indépendantes. On ne parlera pas de la population puisqu'on suppose qu'elle reste calée sur 6 milliards d'habitants. Si on regarde le nombre de TEP par PIB, c'est quoi le sujet? Alors je balade en permanence la caméra, là, Jean-Christophe. Je vais essayer de le caler peut-être en haut à gauche, c'est peut-être là qu'il y a le moins de... Voilà. Si on regarde c'est bon, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact, d'accord. Si on regarde l'énergie par PIB, finalement, l'un des enjeux, c'est de dire est-ce que finalement, à PIB donné, on pourrait réussir à baisser la consommation d'énergie. Pour le moment, échec complet. Quelle que soit l'évolution des sociétés, il y a une corrélation absolue entre le PIB et l'énergie. On peut probablement dire, et même certainement dire, que finalement, notre richesse vient de l'énergie dont on dispose. Donc, tant mieux si des modèles de société peuvent changer ça. Mais un ordre de grandeur intéressant, c'est qu'un Français consomme à peu près 55 kWh par jour, tous les jours de l'année. C'est 23 fois notre énergie corporelle. Donc, on mesure l'efficacité ou la puissance que nous ont apporté toutes les machines modernes et l'importance que ça a dans notre richesse. Deuxième élément, si on veut baisser le CO2 par quantité d'énergie, il faut trouver des machines qui font moins de CO2. Et là, il y a un indicateur terrible. C'est le EROI, qui est l'Energy Return on Energy Invested. Finalement, c'est combien d'énergie une machine aura fourni par rapport à ce qu'elle aura coûté depuis l'extraction, la fabrication et la destruction de la machine. Le nucléaire est la meilleure des machines puisqu'elle a un rendement de 75. C'est-à-dire qu'elle produira 75 fois plus que ce qu'elle nous a coûté depuis sa création jusqu'à sa mort. Ensuite, c'est l'hydro qui a un bon rendement. Et malheureusement, ce qui arrive derrière, c'est le charbon et le gaz, où le fuel est à peu près au milieu entre le charbon et le gaz. C'est avec cela qu'on est né au début de l'histoire industrielle. Et quand on passe en dessous de 10, on a finalement un rendement économique qui devient négatif. C'est-à-dire que compte tenu de tous les effets collatéraux et de toutes les difficultés, la machine a un rendement économique qui devient négatif.
Et donc, ce truc-là est terrible parce que c'est lui qui conduit notre civilisation. Si on voulait raisonner en termes économiques, alors il faut d'abord développer le nucléaire, et là on voit les débats. Ensuite, c'est l'hydro, et toutes les difficultés qu'il y a pour implanter des centrales hydro. Et puis ensuite, c'est le charbon et le gaz, et après ça ne vaut pas le coup. D'où la difficulté tout autour de la planète, et en particulier dans les pays tempérés, à maintenir ou à développer le solaire, le vent, la biomasse, sans subvention. Donc, ce n'est pas viable aujourd'hui, il faut trouver les moyens pour que ça devienne viable. Le PIB par personne, si la planète ne peut régénérer qu'une tonne de CO2 par personne et par an, il y a deux options. Soit on s'aligne sur le Bangladesh, lui il est à une tonne de CO2 par personne et par an, soit on prend le modèle américain. Une fois qu'on a rapatrié les productions qui sont faites en Chine, les Américains tournent à 20-21 tonnes par personne et par an. Ça veut dire qu'il faut diviser par 21 la production de CO2 d'un Américain. Ça revient à baisser tous les ans pendant 30 ans de 11%. L'ordre de grandeur du Covid, la crise du Covid a fait baisser les émissions de CO2 pendant 3 mois de 7%. Donc on mesure la violence, le choc de ce moins 11% chaque année. Chaque année, pendant 30 ans, il faut qu'on baisse de 11% si on veut passer en dessous de la barre de 1 sans changer notre PIB. Donc voilà le challenge au niveau de l'énergie et la difficulté. Alors on va faire un zoom maintenant sur l'électricité et ses problématiques de décarbonation. Alors l'électricité, c'est aujourd'hui 25% de l'énergie, de tout ce qu'on a vu avant, et ça va aller vers 50% dans les prévisions en 2050. 50% parce qu'une partie de la solution pour le CO2 est d'électrifier les usages, c'est électrifier la mobilité, et c'est électrifier des process industriels qui aujourd'hui sont thermiques. Donc si on veut baisser le CO2, il faut passer par l'électricité décarbonée. Donc comment est-ce qu'on décarbone l'électricité ? Dans les problématiques essentielles qui rendent l'équation difficile, il y en a 4 que je vais citer et qu'on abordera dans la suite de l'exposé. La première, c'est chaque fois qu'on baisse le nucléaire, on l'a vu dans le schéma précédent, on va monter le CO2 parce qu'on va le remplacer par quelque chose qui en général a plus de CO2 et surtout plus de coûts puisqu'on a vu que le nucléaire était le meilleur rendement économique. Donc, mélanger le débat du nucléaire avec le débat du CO2, c'est antinomique. Le deuxième point qu'on va voir dans l'exposé, c'est que la croissance des énergies renouvelables pose des problèmes de décalage entre la production et la consommation, et avec des quantités de stockage entre les deux qui aujourd'hui ne sont pas imaginables. Vous verrez, les ordres de grandeur, c'est juste impossible. Et puis les deux d'après sont plutôt un peu sociaux ou comportementaux. C'est que les acteurs historiques ne savent raisonner que par les moyens et que par les investissements. Finalement, rajouter plein d'investissements dans tout ça, c'est génial, mais sauf que ça tue la viabilité économique, on va le voir tout à l'heure. Et enfin, les solutions pour arriver à vaincre ce challenge sont des solutions qui vont vers de plus en plus de complexité. Il faut qu'on mette des moyens de stockage, il faut qu'on crée des marchés nouveaux, il faut qu'on rende les villes intelligentes, etc., etc. Donc tout ça étant nécessaire, le problème c'est que on l'entreverra juste un petit peu après, mais nous on a des modèles qui calculent bien ça. Plus on va vers des modèles complexes et plus la performance globale se dégrade de manière absolument significative. Et donc c'est les problématiques, c'est the pains du système. On va faire un zoom sur le solaire et l'éolien qui sont annoncés comme étant finalement la solution pour baisser le CO2 dans l'électricité si on ne développe pas le nucléaire. Et là, il y a 3 problèmes majeurs qu'on va illustrer. Le premier, c'est que la production est rarement en phase avec la consommation. Le deuxième, c'est que les coûts de réseau sont énormes et sont en général aussi élevés que les coûts de production. Et le troisième problème, c'est que dans les pays tempérés, les pointes de consommation sont au moment des creux de production du renouvelable. Et donc, on ne sait pas couvrir les pointes avec le renouvelable. Mais on y va quand même, puisque la France a prévu dans son plan d'investir 74 milliards d'euros, pardonnez-moi, dans les 8 prochaines années sur le solaire et l'éolien.
Alors, je vais illustrer mon propos par des études qu'on avait faites pour l'ADEME il y a quelques années et qui ne changent pas puisque c'est structurel et qui sont basées sur les données de réalisées de RTE. On regarde, première page, on regarde le phasage entre la consommation et la production d'éoliennes. Alors ça, c'est un phasage macro qu'on examine. On a un cadran où on regarde les mois de l'année. Et la petite courbe en noir, c'est la courbe de la consommation moyenne sur l'année 2000, je ne sais plus quelle année, 2018. On voit qu'on consomme plus en hiver qu'en été, sur l'échelle 1 à 100. L'hiver, on tourne aux environs de 80-90% sur l'échelle de 1 à 100. Et l'été, on est plutôt aux environs de 30 ou 40%. C'est une très grosse différence de consommation entre l'hiver et l'été. Et en bleu, on a l'éolien. On voit que c'est très irrégulier. Il faut quand même combler le moment où il n'y a pas de vent. Il y a des périodes où il n'y a pas de vent du tout, et en particulier quand il fait très froid, malheureusement. La bonne nouvelle, c'est que l'enveloppe macro est plutôt en phase avec la consommation. L'éolien est plutôt là l'hiver que l'été. Si on regarde l'éolien sur une échelle 0,24 heures en moyenne annuelle, la production de l'éolien, c'est les petites barrettes en vert, de 0 à 24 heures. Et donc, le vent est là plutôt la nuit que le jour. C'est une courbe en V. La courbe de consommation, c'est la courbe bleue, la courbe moyenne sur l'année. C'est une courbe qui est en accent circonflexe. Donc, pas de chance, c'est juste l'inverse de la moyenne de l'éolien. Si on regarde, là on est globalement ces pages, c'est pour les pays tempérés. C'est tout l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud dans les zones tempérées. Si on regarde le solaire, on a toujours la même courbe de consommation. Et le soleil est là plutôt l'été que l'hiver, ça c'est une grande découverte. Et ça nous donne l'enveloppe de production du solaire. Et donc là, on a un problème de déphasage saisonnier. Du coup, dernier élément sur le solaire et l'éolien, c'est la différence qu'il y a entre la puissance installée et la puissance disponible. Si on regarde en vision macro, l'éolien, quand vous avez 100 d'installés en éolien, 95% du temps, l'éolien produit dans une zone en jaune là, de 0 à 56%. La moyenne étant à 24%. Alors, les nouveaux champs éoliens, il y a quelques champs éoliens dans le monde qui dépassent en moyenne 30%, 30, 32, 33%. Mais ça ne change pas l'ordre de grandeur. Le solaire, sa moyenne est à 13 et ça va de 0 à 37%. Parce que la nuit, malheureusement, on est toujours à 0. Alors là aussi, les nouvelles technologies, les meilleurs champs solaires sont annoncés à 15, 16, 17%, dans la mesure où il reste en bon état, où il n'y a pas de sable sur les panneaux et où tout va bien. Donc, pour résumer, quand tu vois un champ d'éolien ou de solaire à 100 mégas, en fait, si c'est un quart de ça qui est vraiment en production si c'est un éolien et 15-20% si c'est un solaire. C'est ça. 15%, quoi. Nonobstant les problèmes de phasage par rapport à la consommation en valeur moyenne. Et donc, quand on dit finalement, regardez, on a presque autant d'éoliens et de solaire qu'on a de nucléaire, c'est une imbécilité. Mais on prend tous les jours et dans la bouche de hauts responsables. Il faut mettre ces ratios, et deux, il faut regarder ensuite le phasage dont on a vu qu'il n'était pas brillant. Okay. Et le problème additionnel, c'est que dans les pointes de consommation, c'est quand une pointe de consommation? C'est quand on a en général un anticyclone et c'est plutôt le soir parce que c'est là que ça consomme. Quand il y a un anticyclone, il n'y a pas de vent et quand c'est le soir, il n'y a pas de soleil. Et donc, les pointes dans les zones tempérées sont en général à des moments où il n'y a pas de renouvelable. Et donc, en moyenne, dans le monde, dans notre monde à nous, chaque fois qu'on installe 1 MW d'éolien ou de solaire, on est obligé de mettre entre 0,3 et 0,5 MW de solution de secours derrière. Ce qui monte le coût et ce qui malheureusement monte le CO2 parce que souvent le secours c'est du thermique. Voilà. Donc on est face à une réalité qui est assez contre-intuitive. C'est finalement en vision micro, le solaire est plutôt en phase avec le besoin
l'été, hein, c'est-à-dire que quand on a besoin de clim, c'est plutôt au moment où il fait chaud et là le soleil est là au bon moment. Ce n'est pas vrai le soir, l'hiver. Par contre, l'éolien est complètement déphasé. Et si on se met en vision macro, c'est l'inverse. Le soleil est là l'été quand la consommation est faible, mais il n'est pas là l'hiver quand la consommation est forte. Il y avait des décalages dont on va voir après les ordres de grandeur qui sont absolument énormes. Du coup, le solaire et le vent, le bilan économique est quand même plutôt en demi-teinte. C'est un euphémisme. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous raconte. Donc, je vous donne quelques ordres de grandeur. Quand on a une machine solaire ou éolienne qui produit du courant alternatif sur le réseau, les organes de production coûtent à peu près 50% du coût de la machine. Ça, c'est des coûts qui sont plutôt en baisse, bien qu'on commence à aller vers des asymptotes, mais c'est des coûts qui ont énormément baissé ces dernières années et qui aujourd'hui sont à peu près à 50% du coût des machines. Mais les organes de régulation, eux, ils coûtent l'autre 50% de la machine et eux, ils sont plutôt stables. Donc l'asymptote, elle est au-dessus de 50%. Donc les arbres ne montent pas tous au ciel. Ensuite, quand on a une machine qui est capable de produire du courant alternatif, il faut la raccorder au réseau. 80% des machines éoliennes ou solaires, le réseau n'est pas capable de les raccorder, soit parce qu'il n'y a pas de raccord, soit parce que le réseau n'a pas la bonne taille. Et donc, en gros, sur l'Allemagne, la France ou le Japon, sur les 10 ans passés et les 10 ans futurs, il y a 1 euro de réseau de transport de distribution par euro de machine. Autrement dit, il faut doubler le prix pour que ces machines-là soient connectées au réseau et puissent venir chez vous. Il faut d'ailleurs 30 à 50% de machines thermiques ou de stockage en réserve pour pouvoir tenir les pointes. Et ça n'intègre pas la perte des excédents inutilisables, c'est-à-dire que le coût ne veut pas dire que c'est compétitif au niveau du prix. Je m'explique, si le prix de l'électricité, si le coût de l'électricité est en moyenne à 50 et qu'on a un panneau solaire qui en moyenne qui peut descendre jusqu'à 40, ça ne veut pas dire qu'il est rentable. Parce que s'il arrive à un moment où sur le marché son électricité est à 0, alors il ne vendra pas son électricité. Et donc, comme il y a un coût variable très très faible sur l'éolien et le solaire, c'est en général 5 à 10% du coût complet, plus on va être excédentaire en solaire et en éolien, plus on va tendre vers des prix à 0, voire négatifs. L'Allemagne, l'année dernière, a eu 30% des journées de l'année où les prix sont passés à 0 ou en négatif. C'est-à-dire qu'on nous paye pour consommer de l'électricité. Et ce chiffre-là monte tous les ans. Et ça, c'est une très, très grosse problématique parce que dans les business plans, il faut parler du prix et pas du coût. Du prix pour écouler les électrons. Sur la page d'après, qui est un peu indigeste, vous me pardonnerez, mais qui est un peu indigeste, mais qui montre quelques chiffres qui sont intéressants. On a regardé la France et l'Allemagne avec un outil d'analyse qui s'appelle le GSA chez nous, qui est le Global System Analysis, et on a analysé la PPE, c'est-à-dire la loi française, celle qui conduit aujourd'hui les investissements français, versus le réalisé 2019. La France a prévu d'investir 130 milliards d'euros dans les 8 ans qui viennent, en désinvestissement du nucléaire, en investissement de renouvelables, en investissement dans les réseaux et en investissement un petit peu dans le thermique, c'est-à-dire on démonte des centrales charbon, mais on construit quelques centrales au gaz. Le coût du mégawattheure livré, en coût, si on fait ça, passe de 115 à 163. Ça monte les coûts de 42%. Ça, en coût annuel d'exploitation, ça va coûter 22 milliards de plus par an. En coût de production variable, le coût variable de production va passer de 16% à 9%. Ça veut dire que toute nouvelle consommation absorbe des coûts fixes à partir de 8 euros par mégawattheure et sans CO2. Donc ça, c'est intéressant. C'est que du coup, on a du mégawattheure marginal pas cher et sans CO2, mais à condition qu'on consomme plus et non pas qu'on consomme moins. Sinon, chaque fois qu'on va faire baisser la consommation, on ne va pas absorber les frais fixes. Tout ça pour un bilan CO2 qui est à peu près neutre. C'est-à-dire que la France, le système électrique français émet 22 millions de tonnes de CO2 aujourd'hui. Il en émettra 17 demain. C'est-à-dire seulement 5 millions de tonnes de moins, 1% des émissions du pays pour 130 milliards d'investissements.
Alors, si on regarde l'Allemagne, qui est la version officielle irréalisable, c'est-à-dire qu'on n'a pas retraité l'Allemagne avec notre GSA parce qu'on n'a pas les datas. Le scénario est encore pire, je dirais bien pire, et on le voit aujourd'hui en Allemagne. L'Allemagne a prévu d'investir 325 milliards d'euros dans les 8 ans qui viennent pour faire passer son coût du mégawattheure de 156 à 218, avec un coût variable à 22%. Et là, le coût marginal est élevé parce que le coût marginal, c'est du thermique avec du charbon et du gaz et du CO2. Tout ça pour faire baisser le CO2 de 10 millions de tonnes. Et pour baisser le CO2 de 10 millions de tonnes en 8 ans, les Allemands ont prévu de dépenser 325 milliards d'euros. Ce qui est finalement en ligne avec ce qui est prévu par la France. Qui est en ligne avec ce qui est prévu par la France, mais c'est un grand chiffre. Et le scénario du Japon est pire. Le Japon est pire parce qu'il prévoit de redémarrer son nucléaire et en plus, ils ont des problèmes de sécurité. Bon, donc, on voit qu'on est face à des grands chiffres qui posent des questions stratégiques. Voilà. Alors, un petit zoom intéressant, et on va finir avec ça, sur si la PPE française se réalisait. Si la PPE française se réalisait, alors les excédents du système électrique du jour 1 au jour, de l'heure 1 à l'heure, donc du 1er janvier au 31 décembre. C'est le calendrier annuel. Ça, c'est les excédents horaires qu'on aurait en permanence. Donc, on serait entre 0 d'excédent et jusqu'à 100% d'excédent, c'est-à-dire le système produirait 2 fois plus que nos besoins. Sur un an, ça fait 167 TWh de trop. On va voir ce que ça veut dire, ce chiffre-là. Dans ton graphe, Oui. on est constamment en excédent. On est constamment en excédent. Si la PPE se réalise comme c'est prévu, alors on est en excédent quasiment toute l'année. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus que du renouvelable, du nucléaire et l'hydro. Enfin, l'hydro étant renouvelable d'ailleurs. On n'a plus que de l'hydro, du solaire, de l'éolien et du nucléaire. Et donc, le nucléaire qui ne tourne qu'à 60%, qui est déjà sérieusement bridé, tout ça, ça produit tout ça en trop. Si on le regarde en saisonnier, sur la même courbe qu'avant, mais on voit l'évolution 2019-2028. En 2019, on était déjà en surproduction structurelle, c'est les barres bleues. Et on voit l'évolution de la surproduction structurelle dans les barres jaunes en 2028. Ça devient complètement délirant. C'est qu'on passe 6 mois d'été dans lesquels le besoin est en permanence, en moyenne, 150%, la production, c'est 150% le besoin national, avec des journées où on a fréquemment 200% des besoins. Les excédents annuels à valeur proche de zéro, c'est-à-dire ceux pour lesquels il n'y a pas de consommateur en face, c'était 13 TWh en 2013, c'était 40 TWh en 2019, et ça sera à peu près 100 TWh en 2028 si ce scénario-là se réalise. Sur la page d'après, on rentre un petit peu plus dans le détail en montrant comment sont calculés ces excédents. On peut peut-être juste regarder le bilan. En 2019, il y avait 5 à 7 gigawatts en permanence en trop. C'était 2 à 10% de la consommation. En 2028, c'est 12 à 15 gigawatts en permanence en trop qui sont 20 à 50% de la consommation en trop. C'est encore pire sur les week-ends. Là, c'est carrément caricatural. Sur les week-ends, il y a 150% de production en trop. Si on conclut, qu'est-ce qu'on peut faire de ces excédents? Juste pour revenir sur la slide précédente, Oui. 5 à 8 gigawatts par rapport à ce qu'on consomme en année normale, c'est 10% de la consommation. Ça, c'est 10% de la consommation. On a entre 2 et 10% de la consommation excédentaire en permanence. Et on part dans une solution où, sauf à consommer plus, on se retrouvera avec 50% de la consommation qu'il faudra arrêter de produire, qu'il faudra ne pas produire en fait. Alors, on va conclure sur cette question, Jean-Christophe, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire de ça finalement, Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et on termine notre conclusion sur cette question. Finalement, la PPE annonce un excédent de 167 TWh
On a exporté l'année dernière, le solde import-export était de 67 TWh en France. Donc, supposons qu'on arrive quand même à exporter 167 et qu'il y en ait 100 de trop. Et déjà, pour être à ce niveau-là, il faut déjà faire des efforts. C'est quoi 100 TWh? C'est des chiffres gigantesques. La plus grosse usine française consomme 4 TWh par an. 100 TWh, c'est 20% de la production annuelle de toute la France. C'est 90% de la consommation de toute l'industrie. C'est la consommation annuelle de la Belgique ou c'est 3 fois la consommation du Maroc. Donc on parle de chiffres énormes. Alors exporter, pour le moment, le scénario, c'est on va exporter. Ma foi, pourquoi pas, mais qui va nous l'acheter? Parce qu'on a vu que les excédents étaient l'été, les week-ends, les nuits ou à midi l'été. Et là, on a fait faire une très très grande étude par un cabinet spécialisé. On a vu que l'été, les week-ends, les nuits et les midis, c'était en même temps en Allemagne et dans les pays qui nous entourent. Stocker, supposons qu'on puisse le stocker, les barrages, la capacité des barrages français, c'est 3,5 TWh. Si on voulait le stocker dans des batteries lithium-ion, ça serait 500 milliards d'investissements et c'est la ville de Paris fois 150 mètres de haut en volume de batterie. Et puis, une question pertinente, c'est de dire, je stocke 100 cette année, mais j'en fais quoi l'année prochaine? L'année prochaine, j'en stocke 200. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer? Je pars en vacances. Je pars en vacances et j'arrête tout. Donc, il y a 3 options. Les 2 premières, c'est celles qu'on voit en fait depuis 10 ans. La plus probable, c'est ça ne se fera pas. Il y a que, comme il faut quand même trouver 130 milliards et que ça coûtera 22 milliards français de plus par an, c'est quand même 300 à 400 euros de plus par an pour chaque Français. Finalement, ça ne se passera pas. Deuxième solution, qui est un compromis, c'est ce qui se passe en ce moment. Les Allemands arrêtent leur nucléaire et les Français leur envoient le nucléaire. Bon. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Au fur et à mesure que les Allemands arrêtent leur nucléaire, les Français exportent leur nucléaire vers l'Allemagne. Au moins, ces électrons-là sont neutres pour les Allemands. Et puis, comme on ne couvre plus nos pointes, à ce moment-là, on importe le charbon et le gaz allemand à la pointe. C'est ce qui s'est passé depuis 10 ans. On couvre les pointes avec le charbon allemand. Sinon, la France ne couvre plus ses pointes aujourd'hui. Il lui manque 10% de capacité. Donc, ça veut dire qu'on Oui. exporte de l'énergie pas chère et on achète de l'énergie chère. On exporte de l'énergie pas chère et sans CO2 et on importe de l'énergie chère avec du CO2. Ça a l'air intelligent. C'est pas mal. Et c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Nous, on a fait des bilans qu'on a présentés au gouvernement l'année dernière, dans lesquels on voit que les imports allemands à la pointe ont fait augmenter en fait les émissions CO2 de la France de 2 millions de tonnes par an là, depuis 2 ans. Mais ce n'est pas dans les bilans français. Pour le moment, ça ne figure pas ça. Puisqu'on ne compte pas le solde aux frontières. Bon, scénario disruptif qui n'est pas idiot et qu'on propose avec un certain nombre d'industriels, c'est de dire finalement, si vous voulez faire ce plan, pourquoi pas, eh bien, utilisons cette surcapacité pour offrir de l'électricité bas CO2 aux industries grosses consommatrices, dans la mesure où elles alimentent le marché européen. Et à ce moment-là, on gagne des millions et des millions de tonnes, parce que c'est typiquement, si l'Europe produisait son aluminium, l'Europe économiserait 200 millions de tonnes de CO2. Les émissions de la France, c'est 350. Rien que sur l'aluminium, si l'aluminium européen était produit en Europe avec cette électricité-là, en différentiel de CO2 par rapport à la Chine, ça ferait 200 millions de tonnes. Même chose pour le silicium, même chose pour un certain nombre de matières premières. Et donc, ça permet de faire de la relocalisation, de la modernisation et d'utiliser notre électricité pas chère. Donc là, aujourd'hui, si on allait voir les industriels de l'aluminium en leur disant vous dépensez 1 milliard par an dans votre usine, vous allez rester avec 1 milliard, mais vous allez pouvoir consommer 2 fois plus. Oui. Le prix de l'aluminium ne devient pas marginal, mais en tout cas, il baisse de 30% au moins, quoi. Exactement. Donc, dans la mesure où on a cette réserve de capacité, tant qu'on est dans ces réserves de capacité, à zéro CO2, c'est de l'électricité qui n'a pas de CO2, où le coût marginal, mettons qu'il soit à 10 euros par mégawattheure,
Les meilleures usines d'aluminium au monde, par exemple, elles sont alimentées à 30 euros par mégawattheure. Et la France a du marginal à 10. Donc ça veut dire qu'à partir de 11 euros par mégawattheure, on absorbe des coûts fixes, tout le monde est gagnant, et la planète gagne en CO2 puisque c'est de l'électricité carbone free versus de l'électricité charbon ou fuel au Moyen-Orient et en Chine. Cool. Voilà les alternatives. Bon, et enfin Energy Pool, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans tout ça? Alors, on a un schéma un peu compliqué là sous les yeux, mais la mission d'Energy Pool, c'est d'être Smart Energy Manager de systèmes complexes. Et un système complexe, c'est le truc qui est au milieu là, qui est en fait un système dans lequel on a de la consommation, du stockage, de l'autoproduction, des marchés, et puis un certain nombre de réseaux. Et notre métier, en fait, est d'apprendre à nos propriétaires de systèmes complexes, les aider dans leurs études stratégiques, les aider dans leur mise en œuvre et les aider dans leurs opérations, puisqu'on est opérateur 24 sur 24, pour finalement optimiser ce système et travailler sur ses équilibrages techniques et économiques. Donc, on joue sur la consommation en plus ou en moins. On joue sur les capacités de stockage en plus et en moins, qui ne sont pas que des batteries, hein. Des silos de cailloux dans une cimenterie, du froid dans des entrepôts de stockage, c'est du stockage. De l'autoproduction, c'est des cogénérations, ou c'est de l'éolien, ou c'est du solaire sur site. Les marchés, et puis faire des échanges avec les réseaux de gaz via l'hydrogène ou avec les réseaux de chaleur, d'eau, etc. Et depuis l'optimisation dont tu parlais tout à l'heure, Jean-Christophe, hein, qui est l'optimisation de puissance, et on va de plus en plus vers l'optimisation d'énergie, c'est aider à utiliser l'énergie au bon moment, dans les bonnes conditions. Donc voilà le métier vers lequel on évolue dans ce contexte. Merci beaucoup, Olivier. J'avais deux petites questions à te poser. La première, donc, ça concerne la slide 7, celle de la production du ROI. Ouais. Ah oui, cette slide est terrible. Celle-là, oui. Tu peux peut-être nous préciser la différence entre le bleu et le jaune dans le graphique de droite? Ah oui, alors la différence entre les deux, c'est le bleu. Le bleu, c'est l'énergie brutale sortant de la machine. Unbuffered, c'est-à-dire sans stockage derrière. Le jaune, c'est quand on met du stockage derrière pour sécuriser la machine. C'est ce qu'on a vu dans notre exposé d'après. Et donc, les énergies qui ne sont pas pilotables, c'est-à-dire l'hydro, le vent et le soleil, à qui on est obligé de stocker, de mettre des systèmes de stockage en parallèle, ça détruit leur IROI. C'est pour ça que sur l'hydro, le solaire et le vent, on a un petit carré jaune qui est plus faible que le carré bleu. Et ma deuxième question sur ce même graphique, tu as deux solaires. Le solaire qui nous concerne, c'est plutôt celui qui est tout à gauche. Oui. Le solaire à droite, c'est quoi? C'est Le solaire à concentration dans les meilleures conditions qui existent aujourd'hui, c'est les deux extrêmes. c'est sur du sodium. Le premier, c'est deux extrêmes du solaire. Le Ouais. premier, c'est du solaire en Allemagne. Alors, Hmm. je ne sais pas si c'est à Hambourg, hein, Ouais. et le deuxième, c'est le solaire dans les meilleures conditions qui existent aujourd'hui au monde, les meilleures technos et dans le désert. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est du sodium liquide qu'on a fait chauffer avec le soleil. Donc, c'est un peu particulier, quoi. On lui colle du stockage parce que le sodium liquide se stocke et du coup, on peut délivrer l'énergie au bon moment, etc. Donc, ces centrales-là arrivent à rentrer dans une zone de rendement économique acceptable, À peu près. à peu près. Voilà. OK. Écoute, je crois que c'est clair pour tout le monde. Donc, en résumé, toi, tu dis, on a un plan qui est quand même assez irréalisable ou en tout cas assez euh, disproportionné, mais qui pourrait être
qui pourrait être rendu beaucoup plus intéressant et beaucoup plus économiquement viable en allant jusqu'au bout de la logique et donc en essayant de susciter un rapatriement de consommation chez nous en faisant une électricité finalement au prix marginal, puisque justement, enfin, sur sa partie marginale, effectivement, on pourrait se permettre de la vendre, de la donner, quoi. Absolument. Donc là, il y a vraiment une ingénierie politique, régulatoire, économique, où pour faire ce que tu dis, rien n'existe. Hein. Ouais, Il y a pas de marché long, il n'y a pas de mécanisme économique bien sûr. de dire comment est-ce que je vends ça au prix marginal. Mais là, il y a une invention politique, je dirais, qui doit aller de pair avec le plan pluriannuel. Parce que s'il n'y a pas cette invention politique, alors le schéma ne marchera pas. C'est très, très clair. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Merci à On, vous tous. Je on vous est souhaite. désolé que tu ne puisses être là pour partager avec tous les entrepreneurs de la salle qui seraient ravis de pouvoir te poser des tas de questions en direct. On rassemblera éventuellement les quelques questions qu'on aura trouvées et on te les fera passer pour éventuellement refaire une petite séance complémentaire sur le sujet. Avec plaisir. Je vous souhaite un bon séminaire. Toutes mes excuses pour ne pas être avec vous. Et puis, si tu veux que je vous rejoigne un petit moment pour les questions, n'hésite pas. Si c'est faisable techniquement, on le fait. À votre disposition et bon séminaire. À bientôt. Salut Olivier. Bye.